surtout mes frères qui pensent qu'on n'accompagne personne. Je suis un homme d'action, un homme d'engagement. Quand on s'engage en politique, on ne recule pas. Ce n'est pas des incantations, des lamentations qui vont vous amener à changer la situation du pays. Il faut oser, il faut faire, il faut avoir des convictions. Je suis un homme de conviction. Mais tout ce que je demande à mes frères, à mes sœurs, aux jeunes, c'est aujourd'hui de prendre conscience de leur propre situation. Parce que même si les gens sont des spécialistes de la fraude, si tout le monde massivement vote ou votera pour leur candidat de choix, le type passera. Quand on s'engage dans un combat politique, il y a quand même le minimum de dispositions qu'il faut prendre. Cela ne se dit pas au téléphone, on fait plutôt sur... À la télé, vous voulez dire? Oui, mais voilà, moi ça c'est... je vous posais la question sur les moyens que vous avez pour protéger vos résultats. Je fais ici allusion à ce qui s'est passé en 2016. Vous avez été candidat, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Alors en 2016, on a vu les candidats de l'opposition qui avaient gagné l'élection. Tout le monde le Ils sait. sont en De prison. toute façon, voilà, Denis Sassou Nguesso avait perdu à Pointe-Noire, Brazzaville, Caïd, Olivier, voilà, dans le Niari, partout il avait perdu, mais curieusement, ils se sont maintenus, bon, il s'est auto-proclamé. En 2021, nous avons vu un candidat qui était, mais vraiment favori, je parle ici de Guy-Brice Parfait Parfait, Kalina, que vous connaissez parfait. très bien, malheureusement qui est décédé le jour même de l'élection présidentielle, le 21 mars 2021. Or, nous avons une disposition dans la Constitution, il y a un article 70 qui voudrait que dans de telles circonstances, que l'élection soit annulée et soit reprise. Malheureusement, là aussi, on a vu comment Denis Sassou Nguesso s'est imposé, il s'est auto-proclamé. Et donc, moi, je reviens, je repose donc ma question de tout à l'heure. Je sais que après, je ne sais pas si c'est abusé, mais Denis Sassou Nguesso ne peut pas gagner une élection au Congo. Ça a été démontré juste au sortir de la conférence nationale. Il avait perdu toutes les élections. Le PCT avait perdu toutes les élections. Le PCT devient champion juste après son retour au pouvoir par coup d'État militaire. On peut tout comprendre. Donc, Denis Sassou Nguesso, je peux mettre ma main au feu, ne peut jamais gagner une élection transparente. Ça, c'est connu. Et ces méthodes aussi sont connues, vous l'avez dit tout à l'heure. Avez-vous donc des moyens pour protéger vos résultats au cas où? Voilà ma question. J'ai pris toutes les dispositions pour que cela soit ainsi. On ne peut pas éduquer ou réinsérer les enfants à la mort. Quand on est, et les parents qui ont fait ces enfants-là, quel est leur sentiment? Même quand vous dites, vous savez, dans la vie, il faut considérer la fin. On ne sait jamais la fin des choses. On ne sait jamais comment ça va se terminer un jour. Ce que nous commettons, nos parents, peut-être qu'un jour, nos enfants vont en pâtir. On ne sait jamais. Parce que l'histoire reste. L'histoire reste. Moi, je suis au courant de certaines familles qui se constituent en partie civile ou autre. Mais demain, ça peut peut-être aujourd'hui, si ça ne se passe pas aujourd'hui, si ça ne se passe pas demain, tôt ou tard, l'histoire va réveiller les choses. Donc, je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Moi, aujourd'hui, je veux vous le dire, l'année prochaine, j'aurai les responsabilités de la nation congolaise en tant que bâtisseur. Ça suffira. Ah, vous serez élu, c'est ça. Je serai président du Congo l'année prochaine. Que vous le croyez ou pas, vous êtes libre. Donc, je peux Je le déjà vous serai. appeler Monsieur le Président. Je le serai. Je le serai. Que vous ne le croyez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de penser comme vous voulez. Ça, c'est pas mon problème. Mais moi, ce que je sais, c'est que nous allons prendre la destinée de cette nation. Et comme nous allons prendre la destinée de cette nation, lorsque il y a des choses qui sont mal faites, il faut les dénoncer, il faut aussi repartir les responsabilités. Dès lors que vous avez des collaborateurs, vous savez que cette voie n'est pas la bonne, vous le laissez faire. Ça, c'est un piège. C'est un piège. Je répète ce mot, c'est un piège.
Vous êtes bel et bien sur R7 si vous nous rejoignez, mesdames, messieurs. Bonjour, merci de suivre Droit de savoir. Malgré ses nombreuses ressources naturelles, pétrole, bois, minerais, gaz, mer, j'en oublie forcément, le Congo-Brazzaville est au bord du gouffre. Le pays est en ruine. Ce sont les faits, rien que les faits. Après 42 ans de règne de Denis Sassou Nguesso sans partage, le Congo traverse une crise multidimensionnelle majeure. Plus de 70% de la population congolaise vit dans l'extrême pauvreté et ce sont là des statistiques de 2010. Mais là, je crois que ça s'est empiré. Donc 70%, disais-je, de la population vit en dessous de ce de pauvreté, soit à moins d'1 dollar par jour. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas d'eau potable malgré évidemment d'importantes ressources hydrauliques que dispose le pays. Le chômage des jeunes est endémique. La jeunesse, vous le savez, représente plus de 74% de la population congolaise estimée à 6 millions d'habitants. C'est ce volet jeunesse qui va beaucoup plus nous intéresser aujourd'hui. Une jeunesse abandonnée et qu'on a décidé de massacrer par une opération sous fausse bannière. Pour en parler, je reçois aujourd'hui sur ce plateau Monsieur Romain Bedel Soussa. Bonjour Monsieur Soussa. Bonjour, monsieur Christian. Merci d'être avec nous sur R7, ancien conseiller politique du président, professeur Pascal Lissouba, fondateur du parti bâtisseur de la Maison Congo, BMD, voilà, ancien militant des droits de l'homme, c'est ça, conseiller départemental des plateaux, président du comité de résistance et d'action pour le Congo, le CRAC, ancien candidat aux élections présidentielles de 2009 et 2016. Ai-je oublié quelque chose d'important dans votre présentation? Oui, mais je vous parlerai de tout ça. Je vous en prie. Alors, monsieur Soussa, je vais aller droit au but, puisque vous vous êtes déjà prononcé pour votre candidature à la prochaine élection présidentielle, celle bien sûr de mars 2026. Quel intérêt de prendre part à une élection présidentielle en mars 2026 après l'expérience de toutes celles qui ont précédé depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par coup d'État militaire? C'est une bonne question. Elle est bonne parce que j'aimerais apporter à la connaissance de mes compatriotes. D'abord, vous venez de faire le tableau de notre pays, le constat, il est amer. Et Vous j'attends le mes partagez, compatriotes. monsieur Soussa? Vous partagez ce constat? Je le partage, mais de toute façon, je l'ai dit lors de ma déclaration. Je n'ai peut-être pas tout dit parce que je pensais que chaque chose a son temps et j'attendais les occasions pareilles pour pouvoir pour faire le tableau de mon projet de société. Le constat, il est connu de tout le Congo. Même le bébé connaît ce constat. Le bébé connaît ce constat et on se pose la question de savoir pourquoi vous êtes candidat. Oui, parce que je suis un homme politique, un homme d'action, un homme d'engagement, un homme qui est fidèle à ses idées. Quand j'ai adhéré à l'UPADES du président Pascal Lissouba, c'était par rapport à sa vision, à ses idées. Et je suis resté avec lui jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, par rapport à tout ce que le Congo vit, moi je pense qu'il est temps de changer la situation. En 2009, le Souba n'étant plus actif, je suis allé au Congo pour me présenter à l'élection. Là, il y avait la constitution de 2002 qui a bloqué ma candidature. En 2016, je pense qu'il fallait avoir un outil de combat. J'ai créé le comité de résistance d'action pour le Congo avec les compatriotes qui ont adhéré à cette vision. Nous avons travaillé et travailler efficacement au niveau de Paris, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe. Et donc, ma candidature était validée par rapport aux militants. Je suis allé donc au Congo. J'arrive au Congo et c'est justement ce que je vais vous expliquer tout à l'heure par rapport à cette fois-ci pourquoi je suis candidat. Il faut qu'on change les choses. J'arrive au Congo en 2016. J'avais un compte bancaire à la Congolaise et de banque. Les amis, beaucoup d'amis m'ont aidé puisque j'avais donné les références de cette banque-là, de ce compte. Quand j'arrive, le compte était introuvable. On ne trouvait plus mon compte.
bancaire. Ma pièce d'identité était périmée. Il fallait la renouveler. Je suis allé voir le directeur des services qui s'occupe des cas d'identité. Il m'a bien reçu. Et quand il est parti voir le ministre de l'Intérieur, il est resté pratiquement, je crois, 2 heures. Quand il revient, il ne veut même plus me sentir. Il me reçoit avec un geste Avec déshonorant. une froideur, comme si on venait de lui dire quelque chose On lui de... a dit de ne pas s'occuper de son cas. Donc, je n'ai pas pu avoir ma pièce d'identité. Et donc, n'ayant pas la pièce d'identité, je ne pouvais pas postuler, déposer donc mon dossier. Alors que non, on avait beaucoup travaillé. Aujourd'hui, l'argent qui était détourné à la Congolaise de banque, nous avons pu retrouver les traces. Les voleurs, il y a des gens qui avaient dit que j'étais déjà mort. On a trouvé le dossier, j'ai porté plainte contre la Congolaise de banque en 2022 et jusqu'à aujourd'hui, la plainte est en souffrance au bureau de la juge d'instruction. Il n'est pas traité. Au Congo, ou bien Au là où vous êtes? Congo-Brazzaville, à Brazzaville, mon dossier n'est pas traité. Alors, en 2021, il me fallait un parti politique. Parce que le combat, pour mieux le mener, il faut des hommes, il faut des femmes, il faut une équipe. Et il y a des Congolais qui m'ont fait confiance, qui croient à mon action politique. Ils sont venus, nous avons fait une assemblée générale le 9 janvier. On a déposé le dossier à la préfecture. On nous a donné l'attestation du dépôt de dossier avec une mission d'implanter le parti et nous l'avons implanté dans tout le pays. Le BMC est implanté dans tous les départements du Congo. Malheureusement, malgré le fait que le parti est implanté et on a des fédérations qui existent, qui fonctionnent, la direction de la DST a reçu les instructions, je ne sais pas si de son ministre, pendant 5 ans, on ne nous donne pas le récépissé. Le parti est planté dans tout le pays. Oui, mais il y a Donc, une disposition, pardon, Monsieur Soussa, il y a une disposition qui prévoit que 6 mois après la demande, même si le récépissé n'est pas encore sorti, on considère que le parti, voilà, peut commencer ses activités. la loi sur les partis politiques le dit clairement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire, ils ont bloqué le dossier pendant 5 ans. À la préfecture, nous avons déposé tous nos dossiers avec tout ce qu'il faut. C'est ce que nous sommes en train de faire. Bon, donc, au regard de tout cela, ce comportement, je ne sais comment le qualifier, ce comportement. On ne peut pas laisser le pays dans cet état. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, les compatriotes qui disent pourquoi il est candidat, oui, je suis candidat. Je ne suis pas là toujours en train de crier. Je ne suis pas une cigale, je ne suis pas un perroquet, je suis un homme d'action. Le combat, il faut le mener sur le terrain. Sur le terrain, en 2022, mes compatriotes, donc FIDABA, ont demandé que je sois leur candidat à la députation et aux élections locales. C'est ce que je fais. Je suis parti, j'ai fait les élections. J'ai gagné les élections à Bala. Ils ont pris les juges, ils les ont amenés au Oyo pour déclarer mon concurrent vainqueur. Et j'ai été quand même élu conseiller départemental avec celui qui était sur ma liste. Donc, on a pu avoir 2 conseillers. J'ai fait le recours avec toutes les preuves à l'appui. Ce recours, nous étions une trentaine de candidats comme ça, et ce recours n'a pas été pris en compte. Ils n'ont même pas pris en compte. On est allé devant le tribunal, en fait, avec les avocats, tout cela. Ils n'ont même pas tenu compte de ça. Donc, ça veut dire que ça devient un pays dangereux. Comme le pays est dangereux, ils disent pourquoi partir. Moi, je pense que, en tant que chrétien croyant, je sais qu'il y a un temps pour tout. Dieu ne peut pas abandonner le Congo. Dieu ne peut pas nous laisser souffrir éternellement. Et cette fois-ci, je m'engage.
je m'engage, on me dit il triche, effectivement il triche, puisque je viens de vous le dire, j'ai été candidat à la députation, ils ont triché, ils ont fait ce qu'ils ont. Donc je connais la méthode, je connais comment ils fonctionnent. Et comme je Oui, mais connais monsieur comment... Sousa, vous dites, vous êtes croyant, évidemment, le Congo, c'est plus de 80% de chrétiens au Congo, et donc, voilà, les Congolais croient en Dieu. Est-ce que cette seule croyance qui vous met en confiance parce que je voudrais rappeler si on a vu les candidats qui se sont présentés au nom de Dieu, disons que j'ai reçu l'appel de Dieu et voilà pourquoi je pose ma candidature. Bon, la suite, on a vu ce que ça a donné. Est-ce que c'est la seule conviction que vous avez ou vous avez peut-être d'autres moyens désormais, dans le cas où vous gagnez par exemple cette élection et que vous pouvez protéger vos résultats? Non, euh, je ne dis pas que Dieu m'a envoyé. Non, D'abord, je ne dis pas que c'est vous qui avez dit, je vous ai juste oui, rappelé oui, je quelques sais, candidats je qui sont sais, venus au je nom de sais. Dieu au Voilà, Congo. tout à fait. Mais je sais que, regardez, nous partons aux élections. Mais si les Congolais aujourd'hui sont conscients de leur souffrance, les Congolais sont conscients de tout ce qu'ils sont en train de traverser, le jour du vote, si massivement ils vont voter pour le candidat qui peut apporter le changement, si le candidat en face, le candidat du PCT ou n'importe qui, a partout des zéros, même s'ils étaient des spécialistes dans la fraude, comment ils vont faire? Et puis de toute façon, quand on s'engage dans un combat politique, il y a quand même le minimum des dispositions qu'il faut prendre. Cela ne se dit pas au téléphone, on a fait plutôt sur, À la télé, vous voulez dire? Oui, mais voilà, moi ça c'est... je vous posais la question sur les moyens que vous avez pour protéger vos résultats. Je fais ici allusion à ce qui s'est passé en 2016. Vous avez été candidat, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Alors en 2016, on a vu les candidats de l'opposition qui avaient gagné l'élection. Tout le monde le Ils sait. sont en De prison. toute façon, voilà, Denis Sassou Nguesso avait perdu à Pointe-Noire, Brazzaville, Caïd, Olivier, voilà, dans le Niari, partout il avait perdu, mais curieusement, ils se sont maintenus, bon, il s'est auto-proclamé. En 2021, nous avons vu un candidat qui était, mais vraiment favori, je parle ici de Guibris Parfait Parfait, Kalina, que vous connaissez parfait. très bien, malheureusement qui est décédé le jour même de l'élection présidentielle, le 21 mars 2021. Or, nous avons une disposition dans la Constitution, il y a un article 70 qui voudrait que dans de telles circonstances, que l'élection soit annulée et soit reprise. Malheureusement, là aussi, on a vu comment Denis Sassou Nguesso s'est imposé, il s'est auto-proclamé. Et donc, moi, je repose donc ma question de tout à l'heure. Je sais que après, je ne sais pas si c'est abusé, mais Denis Sassou Nguesso ne peut pas gagner une élection au Congo. Ça a été démontré juste au sortir de la conférence nationale. Il avait perdu toutes les élections. Le PCT avait perdu toutes les élections. Le PCT devient champion juste après son retour au pouvoir par coup d'État militaire. On peut tout comprendre. Donc, Denis Sassou Nguesso, je peux mettre ma main au feu, ne peut jamais gagner une élection transparente. Ça, c'est connu. Et ces méthodes aussi sont connues, vous l'avez dit tout à l'heure. Avez-vous donc des moyens pour protéger vos résultats au cas où? Voilà ma question. J'ai pris toutes les dispositions pour que cela soit ainsi. Je ne suis pas un aventurier, les gens qui me connaissent savent bien très bien que quand je m'engage, je m'engage. Mais je vais vous rappeler une chose. En 2013, en 1993, j'étais candidat à la députation à Abala. Mon défunt cousin, Moulandré, ils avaient, ils avaient triché, ils avaient fait de n'importe quoi. Et c'était dur, très dur pour moi de pouvoir déposer une demande à l'annulation. J'étais le seul candidat qui a osé déposer une demande d'annulation. Et cette demande était soutenue par Mbéry Martin, qui, quand il a lu le contenu, il a dit ça c'était positif et il a demandé à tous ceux qui étaient dans le même cas de le faire. Et ils l'ont fait. Et il y a eu donc l'arbitrage international qui est venu et qui a invalidé l'élection de mon cousin qui était pour nous comme un père.
il était pour nos pères. Quand je vais au Congo, il me donne la voiture, mon neveu me conduisait avec sa voiture, c'était pour nous comme un père. Donc c'est quelqu'un que je ne pouvais pas oser faire ce que j'avais fait. Parce que pour moi, d'abord, c'est le pays. C'est le pays. Ce n'est pas la famille, c'est le Congo avant tout. C'est le Congo. Oui, mais Il y a Monsieur eu une Tossa, différence permettez, chez moi. excusez-moi de vous arrêter de temps à autre. C'est pour comprendre un certain nombre de choses. Vous nous rappelez là l'expérience de votre élection, voilà, d'abord dans les plateaux. Hein, bon, mais là encore, ce sont des élections législatives. On comprend très bien que là, Sassou Nguesso n'a rien à voir. À un moment donné, il peut laisser quelqu'un gagner pour faire un peu semblant devant voilà, la communauté internationale que la démocratie existe. Mais quand on arrive au présidentiel, c'est là le vrai problème en fait. Parce que ce que j'ai Regardez. cru comprendre, au niveau des présidentielles, on arrive à vous bloquer, à rejeter votre candidature, mais lorsqu'il s'agit d'aller concourir pour les législatives, là, on vous laisse faire. Déjà là, c'est ce problème qui se pose. Ouais. Ah, je voulais vous dire ceci. Oui, Tous mes compatriotes qui me suivent aujourd'hui, et si on me met les barrières, autant les filer partout, ça veut dire quelque part, je suis un candidat sérieux. Si je ne l'étais pas, on ne peut pas le faire. Mais comme je le suis, et autour de moi, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, plein de militants. Aujourd'hui, nous avons plus d'un million et quelques, bientôt des millions d'adhérents. Donc, ces gens-là, ils sont pères de famille, ils sont mères de famille, ils me font confiance. Comment je dois faire? Les abandonner? Ce n'est pas mon genre. Je ne suis pas cet homme-là. Je suis candidat. Je vais changer la situation du Congo. J'arriverai. oui, vous avez des millions de partisans, vous avez dit tout à l'heure, bon, ça encore, c'est vous qui le dites, vous avez des millions de partisans, mais est-ce qu'on peut revenir, je voulais comprendre avec vous, nous avons vu en 2016 comment le général Jean-Marie Michel Mokoko a drainé du monde, vous avez vu, Guy Brice Parfait Kolela, pareil, ils avaient gagné, ils partaient donc au deuxième tour, c'est ce qui était normalement les vrais résultats, ils devaient aller au deuxième tour, mais après on a vu comment Denis Sassou Nguesso a, comme qui dirait, retourner les résultats pour qu'il s'autoproclame président de la République. Oui. Et donc, je voulais ici, parce que vous êtes en train d'évoquer les partisans, le nombre de vos partisans, et voilà pourquoi je prends cet exemple. Vous voyez que je reviens à la même question, peut-être sous une autre forme. Les élections au Congo, l'expérience a démontré que Denis Sassou Nguesso triche tout le temps, et généralement, après que ces résultats sont proclamés, pourtant tout le monde sait que c'est des faux résultats, mais après on capitule et la vie continue. Est-ce que Oui. vous y allez cette fois-ci encore dans le but de capituler après, quand vous allez, voilà, vous Je allez vous viens retrouver de vous devant. le dire et je vous le répète, je ne suis pas candidat pour faire la figuration. Ce n'est pas mon genre. Maintenant, euh, la balle, comme on le dit, plus un langage plus simple. Il faut être simple pour que les Congolais, tous les Congolais me suivent. Je dois prendre les dispositions, on les prend, on n'a pas besoin de chanter sur les toits. Oui, c'est On des n'a pas stratégies. besoin de ça. Oui. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Je suis candidat. Je suis candidat. Je viens de vous dire que cette équipe, on la connaît parfaitement bien. Ce n'est pas forcément le président Sassou, mais c'est l'équipe autour de lui. On va parler tout à l'heure de la jeunesse, c'est le point de la jeunesse. Ce sont ceux qui ne veulent pas. Ils ont tellement pillé le pays. Ils ont pris le président Sassou en otage et ils sont les premiers justement à lui imposer ces méthodes. On les connaît. On Monsieur les Tossa, connaît. Tout pardon. à l'heure, je vais les dénoncer certains. Alors, Pardon, donc, monsieur pour vous Tossa, dire s'il vous ceci, plaît. Qui a pris oui. l'autre en otage? C'est Sassou qui a pris les autres en otage ou son entourage qui a pris Sassou en otage? Ah, mais c'est une bonne partie de son entourage aussi. Hein? Ah bon? Oui, une bonne Hmm. partie de son entourage. Hein? Écoutez, regardez, puisqu'on va en parler tout à l'heure, c'est le point sur la jeunesse. Et vous avez parlé de l'extermination de ces jeunes-là. Mais est-ce que dans un État normal, hein, où il y a la répartition des responsabilités, le président ne peut pas être lui-même
l'avant-centre pour aller ordonner l'assassinat de ses compatriotes, de ces jeunes, parce qu'il est le garant. Il est le garant, c'est lui qui le protège. Mais s'il est arrivé là, c'est parce qu'il est piégé aussi par les siens. Il n'y a pas un ministre de l'Intérieur au Congo. Nous avons la police, nous avons la gendarmerie. Depuis quand vous avez vu dans un État, vous qui menez beaucoup d'enquêtes, dites-moi, c'est l'État où la garde présidentielle devient la garde mercenaire pour assassiner les compatriotes. Vous avez déjà vu ça où? Si Merci, je Monsieur peux pas. Sousa. Revenons donc sur votre cursus professionnel d'abord, parce que le candidat qui concourt à l'élection présidentielle devrait, bon, enfin, pour ceux qui vous découvrent, hein, vous n'êtes pas nouveau sur la scène politique, mais il y a beaucoup plus de jeunes maintenant là, dans l'ordre de 18 ans, 20 ans, ceux-là qui iront voter, se prononcer aux urnes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre cursus professionnel? Très bien. Ben, c'est une bonne question. Dans mon parcours professionnel, je, je suis heureux, mais voire fier d'avoir été décoré 2 fois dans mon pays, par l'État congolais. Par l'État congolais, je suis entré à l'ONPT par concours, 3 mois de période d'excès. La période d'essai est finie, on m'a mis à la disposition de l'équipe de Alcatel Thompson qui installait le faisceau héritier sur l'axe nord. Et j'étais donc le représentant de l'ONPT au cours de ces chantiers. Bon, à la fin des travaux, pendant que j'étais avec eux, j'avais pris les précautions de noter les failles qui ont été observées. Et quand j'arrivais à Brazzaville, pendant la remise aux clients les équipements, j'ai fait rapport pour dénoncer ce qui a été mal fait. Et cette attitude a mérité, m'a fait valoir une reconnaissance au niveau de l'État congolais. Donc, ma contribution a fait que je sois décoré médaille d'honneur par l'État congolais en 82. Ensuite, je suis revenu en Europe, je suis venu étudier. Et arrivé ici, j'étais étudiant à Paris-Sorbonne, j'ai préparé l'UE d'organisation des jeunes management. Et au cours de cette étude, je suis allé faire des recherches chez Alcatel. Il y avait une crise là-bas. C'était le moment où il devait y avoir le transfert des unités, une partie des unités de production à Cherbourg et à Nanterre. Bon, et donc la formation, les compétences que j'avais acquises lors de ma préparation de mon dossier sur la gestion du management et le dossier de projet, ça m'a permis justement d'avoir les outils nécessaires, les clés nécessaires pour proposer à la direction d'Alcatel les solutions qu'il lui fallait parce que les syndicalistes voulaient faire échouer ce projet. Et ce rapport a permis à Alcatel d'assurer correctement cette opération sans qu'il y ait eu de grève. Donc, à cela, après mon stage, ils m'ont embauché comme ingénieur chez Alcatel à cause effectivement de l'apport que j'avais pu apporter à cette structure. Bon, et puis après, j'étais directeur de radiocommunication équipement. J'ai dû interrompre toute ma carrière ici pour aller au Congo quand le président de Souba m'a sollicité pour aller travailler à ses côtés à Brazzaville. Maintenant, pendant ma mission auprès du président de Souba, en tant que son conseiller, j'ai fait ce que beaucoup d'autres Congolais n'ont pas pu faire parce que je suis le père qui a introduit les jumelages ophtalmiques au Congo. Je suis le père qui a introduit ce que vous attendez, les centres de santé intégrés, les hôpitaux de référence, c'est moi. C'est moi qui suis le père de tout cela. Donc, j'ai initié ça par rapport au projet du jumelage d'Itis Dabala, l'hôpital Dabala, et puis de Mossenju aussi. Et ces réalisations ont fait en sorte que l'État congolais pense encore à moi et j'ai été décoré. J'ai été décoré par rapport à tout cela.
Alors, donc, mon parcours au niveau du Congo, il était reconnu par rapport à mon apport, c'était reconnu. Au niveau de la France aussi, c'était reconnu, puisque l'État français sait que j'ai mené beaucoup d'activités dans le domaine même humanitaire, qu'on aura peut-être certainement l'occasion d'aborder concernant le point des jeunes. Oui, ben, Donc, monsieur Sousa, il est arrivé également que vous parcouriez le monde, presque le monde entier, en qualité de défenseur des droits de l'homme. C'est ça? C'était quoi? Sous quel oui, label? parce que euh, ayant vécu ce que nous avons vécu au Congo C'est quoi pendant la concrètement? guerre, Ceux qui nous suivent ne sont pas forcément congolais. Est-ce qu'on peut bon, rappeler tout ça? absolument, ayant vécu ce que nous avons vécu au Congo, j'ai failli être tué le 15 octobre, le 15 octobre 1997 au palais. J'étais pratiquement l'un des rares Congolais avec compagnon de Pascal Lissouba qui était resté au palais. Au sortir de là, par la grâce de Dieu, quand je suis arrivé ici, il était question pour moi, puisque cela s'est servi toujours depuis mon jeune âge, l'aide et le social. Et j'ai créé cette ONG, Solidarité et Action de coopération pour les services et le développement. Et cette association m'a permis d'effectuer pas mal, beaucoup d'opérations humanitaires, les droits de l'homme, défense des droits de l'homme, des pauvres, l'insertion en Afrique, ici en Europe. Donc, c'était jusqu'aujourd'hui, je suis toujours d'ailleurs président de cette institution qui me permet justement de mener à bien les actions humanitaires au niveau de la France et au niveau de l'Afrique. Donc, c'est à ce titre-là que je fais ce voyage-là, que Et c'est je partais. ce titre aussi qui vous a permis de vous faire un grand réseau international, c'est ça? Il y a ça aussi, il y a le volet politique. Le volet politique, je me suis engagé en politique, je dois avoir des relais, je dois, parce que j'ai un projet de société, comment je l'amènerai à bien si je ne connais personne dans ce monde et si je ne suis pas ce qui se passe dans ce monde. Donc, j'ai voyagé plusieurs fois aux États-Unis, en Europe, partout, j'étais partout, en Afrique. Donc, j'ai tissé un beau réseau dans ce sens-là, et puis par rapport aussi aux actions humanitaires que je mène. Et s'il était question de rentrer au Congo pour aller évidemment commencer sa campagne, c'est pour quand, puisque nous sommes déjà en décembre, l'élection aussi, les délais sont respectés, c'est en mars 2026. Vous êtes encore à l'extérieur. Maintenant, je fais des tours, j'étais à Brazzaville il n'y a pas longtemps. Je voyage, je ne suis pas en France, hein. J'essaierai Ça veut même dire partir que vous depuis. avez aidé vos partisans à s'enrôler dans les listes, c'est ça? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens travaillent parce qu'il était question euh, qu'on arrête le recensement. En fait, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais L'enrôlement malheureusement, sur les listes électorales. oui, oui, absolument. Les missions ont été confiées au président de la fédération de faire ce travail et puis aussi euh, au réseau que nous avons au niveau du pays, qui ne sont pas forcément les mêmes d'autres partis, qui sont aussi dans d'autres partis, qui croient à ce combat et qui, pour l'instant, il ne peut pas se prononcer parce que tout le monde a peur là-bas. Mais je pense que le travail sur le terrain se fait. Le travail sur le terrain se fait. On va passer donc au volet jeunesse, nous l'avons dit tout à l'heure, la jeunesse qui est au centre évidemment de vos préoccupations, au centre de votre vision, de votre voilà programme de société. Euh, alors, quelle est sa situation actuellement où nous parlons? Écoutez, le problème de jeunesse, je le situe, je dirais, à trois niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord la famille. Et si vous avez les parents démunis de tout et qui n'ont pas de possibilité pour pouvoir accompagner leurs enfants dans le circuit
scolaires, quel que soit les niveaux, que ce soit au collège et à l'école primaire, même à l'université, ils n'ont pas de niveau, ils n'ont pas de possibilités. Mais ces parents diminuent parce que les enfants ne sont pas pris en charge par l'État. Ils n'ont pas de moyens pour pouvoir aider leurs enfants à réussir. J'en ai plein chez moi. Et il y a aussi cette histoire des enseignants, vous l'avez évoqué. Vous prenez une localité, il y en a beaucoup comme ça, hein, je prends juste un exemple. Au niveau des plateaux, vous avez un district qui s'appelle Mbo. En Mbo, vous n'avez aucun enseignant, vous n'avez aucun infirmier. Ce sont des gens complètement enclavés, abandonnés. Mais ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils sont nombreux comme ça dans tout le pays. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? La seule chose pour ceux qui ont déjà 20 ans, c'est de venir, de courir vers Brazzaville quand ils arrivent à Brazza. Quand ils arrivent à Brazza, ils sont peut-être une vingtaine dans une famille. D'autres sont complets, ils vont de gauche à droite. Et ces enfants-là, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ils vont devenir des délinquants. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Donc, il y a au niveau de la famille, les familles démunies ne peuvent pas encadrer les enfants. Ils sont livrés à eux-mêmes. Le deuxième niveau, c'est l'école. L'école, nous n'avons plus d'enseignants. Nous n'avons plus d'enseignants et la plupart des vacataires qu'ils ont recrutés, ils appellent les enseignants communautaires, ils n'ont pas de niveau, ils ne sont pas payés, donc ils ne peuvent pas faire le boulot, le travail, le job qu'on leur a confié. Et ces enfants qui n'ont pas de niveau, qui ne vont pas à l'école, ils deviennent aussi les bandes des délinquants. Bon, après, il y a des enfants qui sont issus euh, d'une famille divorcée. Et ces enfants, les parents, la mère qui les garde beaucoup plus sur la maman. La maman n'ayant pas les moyens, il ne peut pas encadrer cet enfant. J'en ai vu plein là-bas à Brazzaville, au Congo. Ces enfants deviennent quoi? Des enfants de rue. Ils sont abandonnés, ils s'aiment la terreur, ils volent, ils font tout, ils pillent tout. Donc ces enfants, ils n'ont pas, ils ne peuvent pas avoir d'espoir pour réussir dans leur vie. Ils n'ont pas d'espoir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Si l'État ne met pas à la disposition des familles des moyens conséquents pour assurer, garantir l'avenir de leurs enfants, mais ces enfants sont abandonnés. Monsieur Christian, cher Christian, vous allez voir, dans les 20 ans à venir, le Congo n'aura plus de cadres. Parce que la plupart de ces jeunes-là n'ont plus de niveau. Nombreux, quand ils sollicitent le lit ici en Europe, ils ne peuvent pas avoir accès parce qu'ils n'ont pas de niveau. Mais un pays qui n'a pas formé ses cadres, comme à l'époque, enfin, notre génération, il n'y a pas eu beaucoup de chômage, beaucoup réussi. Aujourd'hui, certains occupent de hautes responsabilités au niveau du pays. Mais ceux qui naissent aujourd'hui, là, nos petits-fils et nos petites-filles qui naissent, ils n'ont qu'à l'avenir. C'est pour cela que nous avons pris des engagements par rapport à cela. Comment nous allons réparer cela pour que le code de la République devienne le créneau de réussite pour ces jeunes qui sont abandonnés. Bon, maintenant, les autres qui n'ont pas d'intérêt, que ceux qui n'ont pas de niveau, qui ne peuvent pas faire. Il y a beaucoup de filières, il y a beaucoup de secteurs. Les secteurs Oui, mais qui monsieur Sousa, peuvent. pardon, vous parlez des solutions à apporter au problème de la jeunesse. Nous savons qu'il y en a beaucoup. Vous avez déjà cité l'éducation, l'emploi, tout ça, puisque c'est une jeunesse presque abandonnée. Voilà, le chômage est endémique, ce n'est pas moi qui le dis, hein. Vous pouvez le constater sur des Mais je rapports. le sais, je Voilà, le et sais. donc voilà, la jeunesse aujourd'hui, c'est plus de 3 millions de jeunes. Congolais, c'est Plus, plus de 3 plus. millions 500 par là, sur 6 millions d'habitants, à en croire bien sûr les dernières statistiques de 2000, bien sûr 23, le recensement.
2023. Alors, ils sont nombreux. Et lorsque j'essaie de faire un peu au prorata, je parle ici des fonctionnaires congolais. Vous savez que à la fonction publique, bon, à un moment donné, on avait gonflé les chiffres pour dire qu'il y en avait 80 000, mais nos enquêtes nous ont démontré que c'est autour de 60 000 fonctionnaires dans la fonction publique et 40 000 dans le secteur privé. Et donc, à tout casser, nous sommes autour de 100 000 fonctionnaires au Congo-Brazzaville sur une population estimée à 6 millions d'habitants, avec plus de 2 500 000 jeunes en âge de travailler qui n'ont pas d'emploi. C'est pour montrer l'ampleur du chômage au Congo-Brazzaville. Dans le même temps, c'est un pays doté d'énormes ressources naturelles. Je venais de les citer, quelques-unes, bien entendu, dans mon introduction. Et là, moi, je voulais comprendre avec vous les solutions. Évidemment, généralement, les candidats aux élections présidentielles, législatives, généralement prennent ce volet pour mener leur campagne. Mais après, on se pose tout de même la question, quels sont les éléments, est-ce qu'on peut nous parler de quelques statistiques? Comment allez-vous vous y prendre concrètement? Dire, apporter des solutions est une chose, mais nous donner quelques éléments d'appréciation, je crois que c'est nettement mieux. Comment Bon, vous entendez régler ce problème, ce fléau? C'est un grand problème. ok. Alors maintenant, accordez-moi le temps, ne me coupez Je pas. vous en prie. Tout en sachant aussi que notre temps est compté. Merci. Tout à fait. Bon, Oui. alors, c'est vos questions. Alors, j'ai commencé déjà à traiter ce problème. Ce problème à traiter. Je n'étais pas, je n'étais ni ministre, ni Sénateur, conseiller. député, voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai commencé à traiter. Comment j'ai commencé à traiter ce problème? Premièrement, euh, nous avons des possibilités au titre de la coopération internationale et qu'il fallait aussi exploiter. Et je prends toujours l'exemple de là où je fais des réalisations parce que c'est plus parlant. À Abala, il y avait des jeunes qui étaient, on les appelait de Cobra à l'époque. De Cobra en 2005 pour endiguer ce fléau au niveau de la communauté. J'ai pris 10 jeunes de la ville de Pantin. Il y en a qui ont réussi, d'autres qui étaient en voie d'exclusion au niveau scolaire. Je les ai amenés là-bas avec des élus de la ville de Pantin, mélangés avec ceux d'Abala sur un projet concret, la construction des centres de santé. Ils se sont mélangés, ils ont fait ce chantier ensemble, que ce soit ceux qui sont partis de la France, tout comme ceux de là-bas, personne n'a connu encore les dérives. Tous ont réussi. D'autres sont même dans l'armée là-bas au Congo. On a Une résolu ce sorte problème. d'intégration, voilà, Voilà. professionnelle, sociale. Voilà. Donc, ça, c'est le premier acte. Le deuxième, j'ai conçu un projet de création de ressources technologiques. Ce projet, c'était pour créer un centre de ressources d'information technologique à Pointe-Noire. J'ai organisé une émission d'expertise avec deux collègues. Nous sommes allés, ça a commencé en 2004. Nous sommes allés à Pointe-Noire. On a vu le préfet à l'époque, le président du conseil départemental aussi à l'époque. On a introduit ce dossier, ce projet-là. Ils devaient nous donner un terrain. Ils ont fait des promesses. Ça a traîné parce que je devais le faire en partenariat avec un organisme ici en France. Ça a traîné et je suis reparti en 2018. En 2018, je suis reparti avec le même projet, avec aussi d'autres partenaires qui devaient nous aider pour la construction de ce centre-là. Malheureusement, ça a été bloqué. Ce centre devait faire quoi? Former des jeunes pour leur apprendre à être actifs dans le domaine de la maintenance et surtout au biomédical, puisque nous manquons d'équipements hôpitaux là-bas, des équipements hôteliers. Et ces jeunes devaient réparer ce matériel pour alimenter les dispensaires, voire même les hôpitaux qui manquent de rien. Parce que quand nous sommes allés au CHU de Brazzaville, un scanner qui était en panne parce qu'il y avait un fusible
qui a pété et il n'y avait personne pour le réparer. Il était là abandonné dans un coin rempli de poussière. Donc, M. Figueredo a démonté ce fusible, a contrôlé, il a changé le fusible, l'appareil a démarré. Et ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué, il fallait trouver une solution. Bon, malheureusement, ils n'ont pas pu nous donner l'accès pour mettre en œuvre ce projet que nous allons vraiment mettre en Ils œuvre. n'ont pas pu vous donner accès qui concrètement? Ben, c'est les autorités du pays. Le ministre Pierre Michel, il était ministre de la formation technologique. Nous avons signé avec lui une convention pour démarrer ce projet-là. Après, il était affecté comme ambassadeur, c'est pour quelque part. Les gens qui sont venus non plus, ni la préfecture, le préfet Honoré, je crois, Honoré Paca, je l'ai vu en 2018 avec une équipe qui était partie avec moi pour relancer ce projet. Bon, c'était pas à son niveau, c'était au niveau du conseil départemental. Mais jusque-là, le terrain qui nous était promis n'a jamais été octroyé. Ensuite, en 2018, toujours conscient de la souffrance de ces jeunes, et surtout, quand je suis allé à l'ambassade de France, je sais que chaque année, on met à la disposition de l'État congolais un fonds pour accompagner les membres de la société, les organisations de la société civile qui ont des projets bancables. Et j'avais toutes les informations parce que j'ai été reçu là-bas. À cette fort de ces informations, j'ai monté un projet pour organiser un forum sur le renforcement des compétences de la société civile. Nous avons sollicité le ministre délégué à la décentralisation à l'époque, monsieur le ministre, je ne sais plus comment il s'appelle là. Oui, le temps de retrouver son nom, vous allez peut-être vous Oui, bon, renseigner. ok. Alors, donc, je l'ai vu, il était tout à fait d'accord. Il avait une lettre de partenariat, on devait monter. On a fait ce projet-là, on a monté ce dossier. Donc, 2 semaines avant que les partenaires qui devaient aller là-bas pour animer ce forum arrivent, ben, nous avons été bloqués par le ministère des Affaires étrangères Donc congolais. finalement, je suis en train de comprendre que vous avez une volonté de faire les choses, mais l'État congolais ne veut rien savoir. Vous bloque à tous les niveaux. S'y Et oppose. ce que j'ai aussi compris, c'est que finalement, au Congo, on peut, voilà, ben, trouver des solutions pour la jeunesse congolaise. Et là, vous nous évoquez quelques projets, vous avez même Je parlé de... continue. Oui, oui, on Je va continuer, continue. mais nous sommes tenus par le temps, nous avons d'autres Oui, oui, volets, bon, mais nos mais parce que vous m'avez téléspectateurs, demandé j'espère, les solutions. ont Vous compris m'avez votre demandé idée. les solutions. Quand on va arriver, comment on fait? Mais on fait, c'est simple. D'abord, Oui. une forte décentralisation qui va mettre en place les moyens au niveau du département. Nous allons créer des centres de vie. Nous avons là déjà un projet, l'école des bâtisseurs, justement, qui va prendre en compte tout cela, former ces jeunes-là, les encadrer, avoir des référents, chercher même les conseillers qui vont accompagner ces jeunes dans leur parcours d'insertion. On a déjà tout prévu. Ce que je fais ici en France, on va faire ça au Congo. Ça sera Donc la vous êtes même en train de chose. dire, Monsieur Soussa, que aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un chômage endémique des jeunes, c'est juste une volonté manifeste de ce régime de ne rien faire pour la jeunesse. C'est ça. Mais Sinon, il y a écoutez, bien des solutions. il y a des solutions. Écoutez, les jeunes, lorsque vous le formez, nous avons au pays, peut-être pas à la mer, on a donné ça aux étrangers qui prennent, qui sont en train de vider tous les poissons au niveau de la mer. Mais il y a des poissons qui meurent de vieillesse dans le fleuve là-bas au niveau de notre pays. Former les jeunes dans le domaine de la pêche, former les jeunes dans le domaine de l'agriculture, surtout celui-là. Mais nous avons un peu milieu immunitaire agricole. Les contrôleurs agricoles, ça n'existe plus. Mettez le paquet là-dessus, formez les jeunes dans ces domaines-là, formez les jeunes dans le domaine de l'élevage. Moi, je suis allé en Mauritanie, je suis allé voir ces pêcheurs-là, comment ils sont organisés, les peuls, comment ils sont organisés pour l'élevage. Il y a beaucoup de créneaux pour faire ça. L'école des métiers, comme je venais de vous le dire.
former des jeunes dans les écoles de métiers qu'ils vont apprendre à réparer même la climatisation, à réparer, faire des petites réparations mécaniques, et puis aussi, pourquoi pas, dans l'objectif de ça des ressources, c'était aussi acheter des véhicules frigorifiques et taper ces véhicules. Les jeunes formés pourront acheter des vivres aux créances de maintenance pour aller vendre dans les zones reculées où les gens meurent de faim. Ce n'est pas les solutions qui manquent. C'est question de volonté politique, Alors, tout si les simplement. solutions ne manquent pas, Monsieur Soussa, ma question peut paraître bête, mais bon, chez nous, comme on dit dans notre jargon, il n'y a pas de mauvaise question. Oui, il n'y a pas de mauvaise question. Alors, le Congo, nous savons tous, et ce n'est qu'un rappel, hein, on a dilapidé 14 000 milliards, c'est quand même 5 ans d'années budgétaires congolais. Dans ce même pays, il y a beaucoup de détournements, beaucoup, 6 dignitaires ont détourné 5,5 1500 milliards de francs CFA qu'ils ont planqués dans les paradis fiscaux. C'est le rapport Panama Papers, les gens peuvent aller encore consulter. Beaucoup d'argent est dilapidé, planqué dans les paradis fiscaux. Dans le même temps, les ressources naturelles, les ressources économiques sont gagées. Je parle du pétrole, le bois, les minerais, tout ça c'est gagé. Tout à l'heure, vous avez dit même la mer est prise en otage par voilà, des entreprises étrangères, mais parce que c'est le Congo qui leur a cédé la mer. Tout a été gagé sur 10 ans, 20 ans. Une fois au pouvoir, et c'est possible bien entendu, comment allez-y vous y prendre puisque les ressources sont gagées, il n'y a plus d'argent. Vous savez que maintenant là, ce n'est pas moi qui le dis, hein, on a tous suivi le ministre des Finances qui disait que le Congo n'a plus de ressources financières, même pour financer son avenir, l'avenir de nos enfants, disait-il. Vous savez, euh, de 2012, je dirais, jusqu'à 2015, j'ai la carte avec moi ici, le graphique, qui m'a été remis chez Total. Total avait financé les projets que j'ai amenés, campagne de vaccination à Balak. J'ai amené plus de 40 élèves, infirmiers, médecins, tout cela. Bon, 80, les 90% ont été financés par Total, hein, pour réaliser ce projet-là. Alors, donc, euh, les solutions, nous n'avons pas connu de diversification économique. On s'appuie seulement sur le pétrole et sur le bois. Mais je viens de vous citer d'autres créneaux, d'autres secteurs. L'agriculture, voilà, Voilà, voilà. l'environnement, tout ça, vous Les avez mines, l'emploi. même les mines aussi. Les nouvelles Hein. technologies aussi, surtout que maintenant tout Voilà, le monde voilà, parle de voilà. l'intelligence artificielle, oui. L'intelligence artificielle. Hein. Bon, nous, on travaille déjà sur ce projet ici. On travaille sur ça avec les amis. Alors, pour dire qu'il y a pas mal, beaucoup d'opportunités, on ne doit pas que ça. De toute façon, nous n'allons pas trop compter sur ce pétrole. Mais le tourisme, qu'est-ce que nous avons? 0% de taux au niveau du tourisme. 0%. Comment pouvez-vous penser qu'un pays comme le Congo ne puisse pas avoir des touristes alors que nous avons tout pour visiter? Donc, il y a d'autres secteurs qui peuvent être exploités, mis en valeur pour rendre le Congo rayonnant, le Congo dynamique. Hein? Il y a des secteurs. C'est question d'intelligence. Il faut connecter les intelligences pour pouvoir trouver des solutions. Et des solutions idoines par rapport à la situation qui traverse notre pays. Cette jeunesse-là, si vous mettez le paquet à l'intérieur, ça dit que dans les départements, vous mettez des moyens financiers conséquents là-bas. Mais ils vont partir, ils seront obligés de partir. Même au niveau de l'artisanat, qu'est-ce que nous avons? On n'a quoi? Rien. On n'a rien. On n'a rien. Et vous allez dans les plateaux, par exemple, et à l'époque, c'était le département qui était très fort au niveau de l'artisanat. Tout est par terre. Tout Tout est est par par terre. terre. Les usines, vous pouvez créer les usines d'Ignam, de Gamboma ou d'autres, vous créez partout. Il y a la pomme de terre. Il y a pas mal, beaucoup de choses. Développer la pomme de terre, développer l'Ignam, donner des activités aux femmes et aux jeunes. Vous verrez que nous allons sortir de cette situation. Évidemment, on peut ici juste rappeler, hein, le Congo à un moment donné, dans l'ancien temps,
produit du cacao, de la Le cacao, le banane, tabac. de l'huile de palme, du Oui, tabac, enfin, beaucoup, tout ça, beaucoup. c'est par terre. Tout est par terre, vous avez dit. Pourtant, dans le même temps, Denis Sassou Nguesso se vante avoir voilà, mis du paquet dans l'agriculture. Et pendant ses campagnes, hein, il a vanté qu'il a beaucoup fait pour l'agriculture au Congo, au Brazzaville. Qu'est-ce que ça vous dit? Regardez, notre pays-là, il faut seulement le segmenter en trois morceaux. En fonction des compétences de chaque département. Quelles sont les compétences, par exemple, des gens qui sont dans les régions comme la Bouïza, le Niari et autres. Vous identifiez les compétences. Vous nous mettez le paquet là-bas au niveau des présidents de conseils. Au niveau du centre, quand je parle du centre, je prends le pôle et le plateau. Qu'est-ce qu'ils ont comme compétences? Au niveau de la partie nord, donc vers l'équateur, vous prenez cette partie-là. Qu'est-ce qu'ils ont comme compétences? Vous parlez de café, vous parlez du cacao. Le café est très demandé actuellement aujourd'hui. Mettez le paquet. Mettez le paquet au titre de la politique de décentralisation. Mettez le paquet. Vous allez voir qu'en mettant en compétition ces régions, vous les mettez en compétition. Celui qui vole, qui détourne le faux, au lieu de le laisser au niveau des ministères où il détourne tout, donnez l'argent au département. Et avec un système de contrôle strict, vous allez voir que le Congo, à peu de temps, va s'en sortir. Va s'en Le sortir. Congo, en peu de temps, peut s'en sortir. Je reviens sur la jeunesse ici. J'aborde donc le volet, voilà, estudiantine, hein, les étudiants congolais. Vous le savez, l'université est en grève et c'est des grèves à répétition. Chaque année, c'est comme ça, deux, trois, quatre grèves en une seule année et cela impacte négativement sur la formation de nos étudiants. Mais ça ne s'arrête pas là. Ceux qui sont envoyés à l'étranger, vous connaissez leurs conditions. Ils sont parfois à 4 ans sans bourse, abandonnés dans cette misère et je me demande parfois comment ils font pour survivre. Les jeunes filles, vous savez, parfois se C'est la livrent souffrance. malheureusement, donc je ne peux pas trop insister là-dessus. Mais au niveau du Congo, lorsqu'on regarde après donc l'université, vous avez aussi voilà le lycée, le collège et autres. Pas plus tard qu'avant-hier, ce sont les enseignants communautaires dont je vous faisais état tout à l'heure, qui ont menacé d'aller à la grève. Eux aussi, c'est pareil. Chaque année, il y a des menaces de grève comme ça va en grève, ça revient. Tout le temps, il y a des grèves. Dans l'éducation, bon, l'université, je vous ai dit, c'est pareil. Ils n'ont pas un statut particulier. Les enseignants sont très, très mal traités au Congo-Brazzaville, comme les retraités d'ailleurs aussi, qui sont très mal traités. Dans le même temps, on peut entendre dire Denis Sassou Nguesso qu'il fait, voilà, comme qu'il disait, des avancées dans l'éducation en inaugurant des bâtiments scolaires, comme on l'a vu. Hein, il a commencé là pour la campagne électorale, inaugurer les bâtiments. Et même ce matin, quelqu'un m'a dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe à Brazzaville? On vient de casser une école. C'est l'Angola libre, je crois. Il y a un collège là-bas et voilà, un CEG. Ils ont tout cassé parce qu'ils veulent reconstruire cette école. Et nous sommes en quelle période? Décembre. En pleine année scolaire, on casse une école pour reconstruire une autre. Je dis, mais à quoi ça ressemble? Bref, quand Denis Est-ce que Sassou Nguesso dit qu'ils sont en train de faire des avancées dans l'éducation, en inaugurant bien sûr les structures, les infrastructures scolaires, qu'est-ce que ça vous dit? l'avenir de nos jeunes, je vous ai dit que d'ici 30 ans, nous aurons un déficit de cadres au pays. Parce Oui, que mais à cette ce niveau-là, structure, pardon, pendant que vous répondez, moi je voulais comprendre avec vous le système éducatif, parce que là aussi il y a une confusion. Bon, enfin, je peux me tromper, mais c'est ce que j'ai constaté. Chez Denis Sassou Nguesso et son PCT, pour eux, construire une infrastructure scolaire, c'est l'éducation. Et donc le système lui-même, c'est-à-dire le traitement, le fonctionnement de non, l'école, non, voilà, non, le non, statut c'est pas particulier. pareil. L'enseignant ne compte pas, c'est plutôt les bâtiments qu'on vous présente comme Non, 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 c'est pas pareil. C'est l'éducation, c'est pas ça. Bon, créer les infrastructures pour pouvoir abriter dans les bonnes conditions les élèves et tout cela. Mais quand vous créez les bâtiments, mais s'il n'y a pas d'enseignants, vous faites comment? Le bâtiment, il est vide.
Moi, j'en ai vu. Je prends l'exemple de même à Pointe-Noire où j'étais il n'y a pas trop longtemps. Mais les bâtiments sont vides. Ou alors, quand on parle de plateaux, parce que la plupart, il y a des écoles privées, mais regardez ces écoles privées-là, le niveau de ceux qui enseignent dans ces écoles privées. D'abord, les diplômes ne sont même pas reconnus par l'État, et encore moins au niveau international. Vous allez faire comment? C'est pas pareil. Je vais vous donner un exemple. Je pense qu'il va m'attendre. Un exemple concret. J'ai pris un ami qui est député là-bas à l'époque. Ça, c'était en 2004. Mavungu Maurice. Il était directeur du protocole du président du Souba. On a gardé de bonnes relations. Il est député, je l'ai amené ici. Je l'ai amené à Nanterre, à l'université de Nanterre, parce que j'avais pris des contacts avec la direction là-bas. C'était pour organiser un jumelage entre l'université de Nanterre et l'université Mariangouami. Mais quand il est parti, certainement, il a dû être buté aussi. Je ne sais pas s'il en avait parlé au ministre de tutelle. C'est cette volonté qui m'anime toujours de vouloir voir le Congo sortir de cette situation-là. On prend des initiatives, c'est pour ça, pour que le Congo change. Bon, maintenant, le système éducatif, c'est pas les bâtiments. Hein? C'est tout un processus avec les méthodes d'enseignement, le personnel, les moyens à mettre en œuvre. Il y a un objectif et des moyens. Le couple objectif-moyen doit accompagner la mission que vous confiez aux enseignants, que vous confiez à l'administration de l'établissement. Mais s'il n'y a pas tout cela, bon, l'habitude de casser les bâtiments là-bas, ce n'est pas d'aujourd'hui. À Pointe-Noire, est-ce qu'ils ont marché? On a cassé le marché, ça fait combien d'années? Ça fait plus de 10 ans. Ben alors, on casse, on ne construit pas. On casse, on ne construit pas. Donc, nous ne devons plus perdre du temps sur ces questions-là. Moi, ce qui m'intéresse désormais, c'est qu'est-ce que je vais apporter au peuple congolais? Quelle est ma Qu'est-ce que vous allez vision pour donc apporter à cette jeunesse estudiantine? Y a-t-il une manière de trouver rapidement une solution à J'ai ces étudiants, aussi un bien projet, du Congo que ceux qui sont à l'extérieur? j'ai une vision pour ces jeunes-là. Bon, ceux qui sont au pays, donc ceux qui sont au niveau 1 et 2 que j'ai cité tout à l'heure, on va accompagner les parents. Moyennant une bourse famille que nous allons attribuer aux parents. Ce n'est pas de l'argent qu'on donne, c'est l'accompagnement en termes de projets, de coopératives, de femmes qu'il faut organiser dans le domaine de l'agriculture, du commerce et tout. Ça va leur donner les possibilités de s'occuper de leurs enfants. Bon, ceux qui sont à l'étranger, mais avant d'abord d'envoyer les étudiants, il faut que ça soit une formation par objectif. Quand vous les envoyez, ils vont aller faire quoi? Ils vont aller étudier quoi? Mais ce qu'ils vont étudier, il faut que ça corresponde aux besoins de la nation, aux besoins du développement du pays. Quel est le besoin du pays? Moi, qui vous parle, en 82, j'étais encore stagiaire chez Alcateka, j'allais pour les recherches. Pour travailler, pour qu'on me fasse le contrat d'embauche, il fallait que l'ambassade du Congo m'autorise, parce qu'il y avait une loi dans les années 82 où aucun étudiant congolais ne pouvait travailler ici en France. Bon, maintenant, comme la prestation que j'ai pu apporter chez Alcatel était alléchante, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont demandé, ils m'ont donné le travail, il fallait que j'ai l'autorisation du Congo. Mais ça peut aussi être une chose, il faut accompagner les étudiants. Ils sont combien à l'étranger? Ils sont combien à l'étranger qu'on a envoyé dans tel pays? Mais s'ils sont à l'étranger, vous savez qu'un enfant d'autrui que vous envoyez à l'extérieur, qui souffre, les filles peuvent se livrer dans des bêtises, les garçons aussi pareil. Donc, c'est pour l'honneur du pays, ce n'est pas possible. Il faut respecter le pays, il faut respecter la nation. Il faut respecter la nation. Surtout ceux qui sont peut-être en France, qui peuvent faire des petits boulots, mais dans d'autres pays, il n'y en a pas. J'en ai vu au Sénégal, j'en ai vu en Tunisie, j'en ai vu au Maroc. Les Congolais qui sont à l'étranger, j'en ai vu au Burkina. Il faut voir dans quelles conditions. Ceux qui ont même fini ne peuvent pas rentrer parce qu'ils savent que quand ils vont aller là-bas, ils n'auront pas de boulot. Mais quelqu'un qui a déjà une maîtrise, il est ingénieur, il est ceci, il est cela, mais
il faut voir les petits boulots qu'il faut, c'est dénigrant, alors que nous avons besoin de ces ressources. On a besoin de ces ressources pour décoller le pays. On On a a besoin de besoin ces de ressources. des ressources pour décoller l'économie, évidemment, du pays. Monsieur Soussa, nous sommes à la fin de cette émission. L'heure est déjà, bon, on a dépassé le timing, mais qu'à cela ne tienne, c'était important. Alors, je vais revenir, et c'est certainement sur cette question que nous allons conclure. C'est sur ce qui se passe au Congo. Vous avez déjà amorcé l'opération Zéro Kuluna. Et cette opération a été lancée juste au moment où on est en train de nous parler de l'achèvement des travaux, bien sûr, d'un centre de rééducation à Aubéville. Tout à l'heure, vous avez démontré que finalement, on pouvait rééduquer ces enfants, on pouvait en fait les recycler à autre chose, et vous avez réussi d'ailleurs à le faire. Or, ce qu'on note aujourd'hui, c'est qu'on a lancé une opération. Il faut carrément les éliminer, les assassiner, tel qu'on est en train de voir. Et c'est des signalements, c'est-à-dire la délation par coup de téléphone, un tel est ceci, un tel est cela. Et il n'y a pas de procès. Et voilà, on vient chez le jeune, on le prend, on l'amène en public, on l'achève, on l'abat, bout portant. Et voilà. Ce qui est en train de se passer, pas plus tard qu'avant-hier, on nous a dit qu'à Dolisie, on a encore brûlé les motos, on casse les maisons. Votre commentaire sur cette opération, puisque vous êtes aussi voilà, militant des droits de l'homme. Quand ça se passe Non, comme ça? c'est une opération extrêmement grave. Moi, je vous dis, je répète ça, je ne cesserai de le répéter assez. Les collaborateurs du président ne l'ont pas aidé, ils l'ont piégé, notamment le ministère qui est en charge de la sécurité. Ça ne se fait pas. Parce que je connais plein, même autour de moi, j'ai perdu beaucoup de neveux là-bas au pays, à Pointe-Noire aussi. Il y a des innocents qu'ils viennent prendre, ils l'amènent, il n'y a plus. C'est un départ sans retour. Et les maisons des gens qui ont souffert pendant des années, avec des sacrifices, construire une maison, vous venez vous casser parce que vous trouvez enfant. Mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas rendre service au président. Parce que c'est pas leur mission. C'est pas leur mission. Alors donc, on ne peut pas éduquer ou réinsérer les enfants par l'amour. Quand on est les parents qui ont fait ces enfants-là, quel est leur sentiment? Même quand vous dites, vous savez, dans la vie, il faut considérer la fin. On ne sait jamais la fin des choses. On ne sait jamais comment ça va se terminer un jour. Ce que nous commettons, nos parents, peut-être qu'un jour, nos enfants vont en pâtir. On ne sait jamais. Parce que l'histoire reste. L'histoire reste. Moi, je suis au courant de certaines familles qui se constituent en partie civile ou autre. Mais demain, ça peut peut-être aujourd'hui, si ça ne se passe pas aujourd'hui, si ça ne se passe pas demain, tôt ou tard, l'histoire va réveiller des choses. Donc, je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Les gens qui ont fait ça, qui ont entraîné le président dans cette voie, si ce sont ses Oui, mais monsieur conseillers, Sousa, vous avez tendance à disculper le président, alors que lui-même l'a dit, l'a c'est lui qui dit, a l'a ordonné, dit. il a avoué. Pourquoi est-ce qu'on Oui, continue de non, le non. disculper comme ça? Non, c'est pas ça. Moi, aujourd'hui, je veux vous le dire, l'année prochaine, j'aurai les responsabilités de la nation congolaise en tant que bâtisseur. Ça suffira. Ah, vous serez élu, c'est ça. Je serai président du Congo l'année prochaine. Que vous le croyez ou pas, vous êtes libre. Donc, je peux Je le déjà vous serai. appeler monsieur le président. Je le serai. Je le serai. Que vous ne le croyez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de penser comme vous voulez. Ça, c'est pas mon problème. Ben, moi, ce que je sais, c'est que nous allons prendre la destinée de cette nation. Et comme nous allons prendre la destinée de cette nation, lorsque il y a des choses qui sont mal faites, il faut les dénoncer, il faut aussi repartir les responsabilités. Dès lors que vous avez des collaborateurs, vous savez que cette voie n'est pas la bonne, vous le laissez faire. Ça, c'est un piège. C'est un piège. Je répète ce mot, c'est un piège. Merci, monsieur Romain Sousa, d'avoir été avec nous sur R7. Quelqu'un me disait, tu es
un présumé délinquant, c'est tuer la vérité, tuer la justice. C'était pour conclure sur le volet, bien sûr, lutte contre le banditisme. Alors, je vous laisse donc les 2 secondes qui nous restent pour conclure. Probablement que vous avez un message tout à fait particulier à adresser aux Congolais, Bon, particulièrement, mon, sinon à nos téléspectateurs. mon message au peuple congolais, surtout mes frères qui pensent on accompagne personne. Je suis un homme d'action, un homme d'engagement. Quand on s'engage en politique, on ne recule pas. Ce n'est pas des incantations, des lamentations qui vont vous amener à changer la situation du pays. Il faut oser, il faut faire, il faut avoir des convictions. Je suis un homme de conviction. Et tout ce que je demande à mes frères, à mes sœurs, aux jeunes, c'est aujourd'hui de prendre conscience de leur propre situation. Parce que même si les gens sont des spécialistes de la fraude, si tout le monde massivement vote ou votera pour leur candidat de choix, le type passera. Et le type passera. Donc, si c'est moi, je passerai. Alors, ce que je demande aux gens, il faut qu'ils votent massivement au lieu de pleurer, au lieu de se plaindre. Le vote, c'est une arme. Ça se joue là-bas dans les urnes. C'est tout ce qu'il faut faire. Mais si on a peur, on recule, on fuit, on fuit, on fuit. Après, vous plaignez, ça souhaite, ça souhaite. Non, non. Si ça ne vous empêche pas, même il y a la terreur, il y a la brutalité, il y a les menaces. Mais écoutez, si vous vous engagez en politique, vous ne pouvez pas avoir peur de la mort de toute façon. On fait la politique, c'est la vie ou la mort. Quand on s'engage en politique, il y a toujours des risques. Il faut assumer les risques. Moi, j'assume mes risques. J'assume mes risques. Donc, je suis candidat et je veux apporter le changement au pays. Je veux bâtir la maison Congo, une maison où chacun aura du repos. Parce que c'est une maison commune. Nous n'avons plus d'identité, nous n'avons plus de repères. On parle des enfants, c'est question de morale. Les enfants sont devenus comme des enfants qui sont éduqués, je ne sais pas dans quelle forêt. Parce qu'ils n'ont plus de repères. Ils n'ont plus de repères. Il faut recadrer des choses et ramener les gens à la maison. Ramener les gens à la maison. C'est-à-dire que la maison Congo, la citoyenneté, chacun doit avoir sa part dans cette maison-là. Chacun aura sa clé dans cette maison. Tu as ta chambre, tu as ta clé, tu as les mêmes droits. Vous partagez les mêmes droits. Une maison commune où chacun a son mot à dire, à sa part de gâteau, et ça doit être celle-là. C'est celle-là que je veux bâtir, avec une justice équitable, une décentralisation qui permettra le développement du pays. Les droits humains, c'est très important. Une force armée au service de la nation pour protéger le pays. C'est pour protéger le pays. Ce n'est pas pour tuer les Congolais, mais c'est pour protéger les Congolais. C'est ça, cet État que moi, auquel je rêve. C'est cet État-là que nous allons bâtir. Une administration où la probité morale doit être la règle d'or. Nous allons mettre tout à plat. On va tout réformer. On va réorganiser l'administration congolaise. On fera la guerre au tribalisme, au vol, à la corruption. Ça va être ça. Nous allons le faire. Nous allons le faire. On a des clés pour le faire. On a des moyens pour le faire. On a cette volonté. C'est dont on a besoin des hommes intègres, comme moi. Moi, je suis intègre. Je suis intègre. Total m'a donné beaucoup d'argent, je n'ai dépensé aucun centime. Pour faire le centre de santé, construire l'hôpital d'Abal, la France, la mission française de coopération m'avait donné 150 millions. Je n'ai dépensé aucun centime. Je n'ai même pas construit une maison pour moi-même, ni pour ma famille. Voilà. Il faut des gens comme ça. Il faut des gens comme ça. Et c'est ce que nous allons faire. Les voleurs, nous allons les mettre hors d'état de nuit. Voilà, voilà, c'est Vous ce allez que les je veux. mettre en Donc, prison et vous allez les traduire devant la justice. En tout cas, merci, monsieur Romain Bedel Soussa. Je rappelle évidemment que vous êtes ancien conseiller politique du président Pascal Lissouba, fondateur du parti bâtisseur de la Maison Congo, BMD, ancien militant des droits de l'homme, conseiller départemental des Plateaux, président du comité de résistance et d'action pour le Congo, le CRAC, ancien candidat
aux élections présidentielles de 2009-2016. Et maintenant, vous vous êtes également prononcé pour l'élection présidentielle prochaine, mars 2026. On vous souhaite bon succès. Président du parti Les Bâtisseurs de la Maison Congo. Merci et Voilà, bonne vous chance. précisez ça. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cette émission et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se rendez-vous pour la toute prochaine fois. Merci et merci de votre fidélité.